À la frontière sud-ouest, un simple contrôle a dévoilé des chiffres capables d'inverser le destin d'un pays, lorsque les agents ont découvert que 27 camions interceptés en 3 mois retraçaient l'existence d'un corridor clandestin bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Cette rupture soudaine entre la routine poussiéreuse et l'ampleur d'un trafic structuré a exposé une tension morale où chaque cargaison vérifiée semblait déterminer la part de souveraineté réellement défendue. Que signifie alors cette bascule pour chacun si Ibrahim Traoré échoue à maintenir l'élan obtenu aux premières saisies? L'histoire commence là où la vigilance devient loi vivante. Dans la foulée de la première saisie, l'enjeu s'est immédiatement élargi. Ce qui paraissait n'être qu'une opération technique s'est révélé être une ligne de fracture entre un État fragilisé et la possibilité concrète de restaurer son autorité. La promesse implicite qui en découlait tenait en une idée simple mais décisive. Un pays qui maîtrise ses frontières protège sa survie, une équation que les agents de terrain comprenaient mieux que quiconque lorsqu'ils observaient l'afflux continu de cargaisons suspectes. Mais derrière cette équation se cachait un risque majeur. Si la vigilance faiblissait, même brièvement, les réseaux clandestins referaient surface avec une rapidité déconcertante, réactivant la spirale de corruption qui avait longtemps rongé les postes frontaliers. Cette tension constitue le cœur du récit, car elle confronte chaque acteur, inspecteur, civil, chef de poste, à une responsabilité partagée qu'aucun discours ne peut remplacer. Et une question, discrète mais pressante, s'impose déjà comme un micro-hook. Jusqu'où une société peut-elle tenir lorsque sa sécurité dépend de décisions prises chaque jour, parfois dans le silence le plus total? 2 mois après la première interception, un rapport interne a dressé un tableau saisissant. 27 camions inspectés, plus de 300 barils scellés. Et derrière ces chiffres, l'esquisse d'une économie souterraine qui battait bien plus fort qu'on ne l'avait supposé. La mini-reveal montrait clairement que ces cargaisons n'étaient pas des anomalies dispersées, mais les fragments d'un système structuré dont les ramifications couraient du sud agricole jusqu'aux zones insurgées du nord. Pour comprendre la portée de ce choc, il faut revenir au contexte dans lequel ces découvertes ont émergé. Le Burkina Faso, enclavé dans une bande instable de 6000 km, avait traversé une décennie de coups d'État, de famines successives et de dépendances sécuritaires qui avaient peu à peu érodé la confiance publique. Depuis 2022, la population oscillait entre colère silencieuse et résignation amère, voyant l'État vaciller au gré des crises. C'est dans ce climat incertain qu'un jeune officier à peine trentenaire, Ibrahim Traoré, avait promis de réapprendre à se tenir debout. Une déclaration que beaucoup avaient prise pour un élan symbolique, sans imaginer qu'elle deviendrait une doctrine administrative. Les premiers changements furent discrets, mais radicaux. Les douanes, l'agriculture et la garde civile furent intégrés dans une même chaîne d'autorité. Les postes frontaliers, autrefois gérés par la routine, et les arrangements informels devinrent des espaces de responsabilité nette où chaque document, chaque plaque d'immatriculation, chaque signature prenait un sens nouveau. Là où l'argent circulait librement, on imposa la rigueur. Là où régnaient les intermédiaires, on plaça des officiers formés par leurs pairs plutôt que par des conseillers extérieurs. Chaque cargaison contrôlée représentait désormais un acte de souveraineté, un rappel que la sécurité ne pouvait plus dépendre d'interventions étrangères. Dans ce silence méthodique, une maxime simple, transmise de bouche en bouche, donna au mouvement son ossature morale. Nous ne pouvons pas défendre notre dignité avec un courage emprunté. C'est à partir de cette phrase que la bataille invisible s'est réellement définie, transformant une opération frontalière en récit national d'émancipation administrative. Au poste de Gawa, la transformation prit un visage humain à travers Amidou, jeune inspecteur consciencieux dont l'attention aux détails allait devenir l'un des pivots inattendus de toute l'opération. C'est lui qui remarqua le premier décalage entre les papiers et la cargaison réelle d'un camion de ciment.
une simple ligne d'encre qui suffit à éveiller un doute méthodique. Plutôt que de saisir immédiatement, il choisit d'observer, notant les heures, les plaques, les itinéraires, tissant peu à peu un motif récurrent que personne n'avait perçu auparavant. Le deuxième cas se déroula quelques semaines plus tard. Une commerçante du village voisin, habituée aux rotations de transport, signala elle-même un véhicule. Véhicule dont les marchandises lui semblaient incohérentes avec les déclarations du conducteur. Ce geste, irréalisable quelques mois plus tôt, montra que la dynamique instaurée sur le terrain ne concernait plus seulement les agents. Elle infiltrait désormais les routines civiles, donnant à la vigilance une dimension collective. Les douaniers confirmèrent que le camion empruntait systématiquement des routes secondaires sans aucun chantier connu à proximité. Ces deux situations illustrèrent l'émergence d'un nouveau réflexe, l'alignement rare entre intuition individuelle et discipline institutionnelle. Amidou comprit que la bataille dépassait les barils et les camions. Elle touchait au rapport intime entre population et autorité, longtemps fragilisé par la corruption et la lassitude. La confiance civile, timide mais réelle, devint l'un des premiers indicateurs de changement tangible. Dans les postes frontaliers, les agents observaient que les dénonciations spontanées augmentaient, preuve que l'effort ne reposait plus sur la seule hiérarchie, mais sur un maillage social entier. La question essentielle devenait alors « où mène une vigilance partagée ?» Avant la grande rupture, les convois passaient presque mécaniquement. Des camions de ciment, des routes poussiéreuses, des routines administratives absorbées par l'habitude. Puis, après les premiers doutes d'Amidou, tout a basculé lorsque les agents ont reconstitué la chronologie des passages nocturnes, révélant un mouvement qui n'avait plus rien d'ordinaire. Le « avant » semblait soudain naïf. Le « après », lui, annonçait l'ouverture d'une séquence décisive dans laquelle chaque détail devenait un fil conducteur vital. Le point de départ fut un ordre bref, transmis presque à voix basse. Observer, attendre, frapper. Frapper au moment juste. 6 officiers se déplacèrent sans un signe, dormant dans des camions, partageant des repas sommaires dans la poussière. Ils notèrent la récurrence des compagnies, la cohérence approximative des déclarations, la constance des arrivées au crépuscule. Peu à peu, un schéma émergea. Les véhicules empruntaient toujours les mêmes chemins secondaires, contournant les points de contrôle officiels comme si un mécanisme invisible dictait leur trajectoire. Ce n'était plus une simple irrégularité, c'était une logistique entière, huilée, qui tentait de passer sous le radar. L'aube d'un jeudi marqua le basculement. 3 camions tentèrent de contourner le poste principal en empruntant une route effacée des cartes. Les agents, dissimulés sur une colline, observaient silencieusement, jumelles en main. Lorsque le signal radio retentit, ils descendirent d'un pas déterminé, verrouillant les portes sans un cri, neutralisant les conducteurs avec une précision chirurgicale. Aucune balle ne fut tirée. Seule la mécanique froide et calme d'un cordon expérimenté dirigea l'opération. Sous les bâches, les fusils scellés portaient des étiquettes en alphabets étrangers. Lorsqu'un baril fut ouvert, une odeur d'amande amère et de métal brûlé emplit l'air, du cyanure pur. Autour, soigneusement rangés, des explosifs en plastique et des médicaments falsifiés, prêts à circuler dans les marchés ruraux. Les ingénieurs militaires confirmèrent rapidement qu'il ne s'agissait pas de matériel industriel. Quelqu'un voulait tuer avec ça. Cette phrase, prononcée sans emphase, tomba comme une sentence. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut le rapport dans la nuit. Il ordonna le silence total. Aucune image, aucune fuite. Dans les 72 heures suivantes, des équipes sillonnèrent les routes secondaires, comparant registres, croisements logistiques et appels téléphoniques. Un réseau d'entreprises fantômes apparut, relié à une fausse société agricole basée à Abidjan. Les barils venaient de là, financés par des courtiers de guerre et des trafiquants d'or. Puis survint la nuit du brouillard. À 2 heures du matin, un dernier convoi tenta sa chance.
Les phares perçaient la brume. Les moteurs se turent l'un après l'autre lorsque les agents avancèrent. Sous le papier brun, des détonateurs et une note manuscrite. Livraison complète. Paiement à Gao. La ligne reliant contrebande et terrorisme venait d'être tracée. Ce moment scella la transition. Une frontière longtemps passive devenait un seuil de résistance, et chaque baril saisi redessinait un peu plus la souveraineté d'un État, décidé à ne plus déléguer sa sécurité. Avant 2022, seuls 14% des cargaisons suspectes étaient inspectées. Un an plus tard, ce taux atteignait 61%, un delta qui traduisait la métamorphose d'un appareil administratif autrefois décoratif en véritable outil de sécurité nationale. Cette variation abrupte, presque improbable au premier regard, résultait d'un mécanisme simple: redonner aux agents du terrain une autonomie calculée, soutenue par une doctrine claire et des protocoles ajustés aux réalités locales. Le premier chiffre structurant, celui des 312 barils saisis lors des opérations successives, servait à mesurer la densité d'un système clandestin longtemps sous-estimé. Il révélait que derrière les routes poussiéreuses, une économie parallèle avait prospéré, reliant trafiquants d'or, réseaux insurgés et marchés criminels du Sud. Pour les analystes, ce nombre signifiait surtout une chose: chaque baril représentait une tentative d'infiltration du tissu national, et sa neutralisation équivalait à une réduction directe du risque pour les villages dépendant des points d'eau vulnérables. Le deuxième indicateur, 27 camions interceptés, fournissait une mesure essentielle de la fréquence opérationnelle. Ces interceptions n'étaient pas le résultat d'aléas ou d'intuitions improvisées, mais de la maturation d'un protocole d'évaluation qui combinait provenance, cohérence documentaire, fréquence de passage et type de fret. Ce volume d'interception démontrait que les postes frontaliers avaient cessé d'opérer au hasard, adoptant au contraire une logique analytique dans laquelle chaque anomalie devenait le déclencheur d'une double vérification humaine et numérique. Enfin, le troisième chiffre, tout aussi révélateur, concernait la réduction de 40% des temps de réaction lors des alertes terrain. Derrière ce pourcentage se trouvait un changement culturel profond. Les agents n'attendaient plus systématiquement des ordres venus de la capitale. Ils prenaient des décisions calculées, assumées, parfaitement documentées. Cette baisse des délais montrait qu'une administration réputée lente pouvait, sous pression méthodique, devenir réactive, précise, presque chirurgicale dans sa manière d'intervenir. Mais les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière eux s'étendait une transformation sociale plus intime. La confiance civique. Les plaintes pour abus avaient diminué de 38%, tandis que les signalements citoyens avaient augmenté de moitié. Cette participation spontanée indiquait que la population ne percevait plus les agents comme des percepteurs ou des obstacles, mais comme un rempart. La souveraineté cessait alors d'être un mot politique. Elle devenait un réflexe partagé. Ce basculement mental se manifestait dans les postes frontaliers, où la routine avait laissé place à une discipline calme. Les agents suivaient sans les protocoles, non par crainte hiérarchique, mais parce qu'ils savaient que chaque décision touchait directement à la sécurité collective. Les données internes montraient une corrélation nette. Plus l'autonomie locale augmentait, plus les opérations étaient non violentes et ciblées, ce qui réduisait les tensions avec les communautés rurales et consolidait un lien longtemps fragilisé. Ainsi, la progression numérique n'était qu'une façade. Le cœur du changement résidait dans cette idée simple. Un pays devient plus fort quand ceux qu'il protège comprennent précisément ce qu'ils défendent. Les transformations rapides observées aux frontières ont suscité deux lectures opposées, chacune portée par des arguments solides qui méritent d'être exposés sans caricature. Le premier courant, majoritairement relayé par certains observateurs étrangers, avançait que la centralisation croissante du pouvoir risquait de fragiliser les contre-pouvoirs. Selon cette lecture, faire des douanes un organe de sécurité interne revenait à militariser l'espace civil
et à réduire les marges de contestation institutionnelle. Pour eux, l'efficacité opérationnelle ne suffisait pas à compenser le risque de concentration d'autorité, surtout dans un pays marqué par une histoire de tensions politiques répétées. Ce point de vue insistait sur la nécessité de préserver des zones de débat autonomes, même en période d'urgence sécuritaire. À l'opposé, un deuxième argumentaire, porté par les acteurs du terrain, défendait l'idée que l'autorité redevenue verticale n'était pas un excès, mais une réparation. Les témoignages locaux soulignaient que, avant les réformes, les postes frontaliers étaient devenus des zones grises. Les milices louaient les routes, des agents vendaient parfois le silence, et la population naviguait dans un entre-deux où ni loi ni morale ne tenaient. Dans cet environnement chaotique, la centralisation n'apparaissait pas comme un risque, mais comme le seul moyen de rétablir une cohérence minimale et de protéger les villages vulnérables au trafic. Les données internes montraient d'ailleurs une évolution notable. Aucune bavure majeure n'avait été recensée 18 mois après les réformes, tandis que le volume de saisies illégales avait triplé et que les dépenses d'urgence avaient reculé de 22%. Ces chiffres venaient nuancer l'argument selon lequel fermeté et dérive autoritaire seraient nécessairement liées. La synthèse de ces positions révélait une conclusion plus nuancée. L'équilibre entre autorité et participation restait fragile. Mais les résultats tangibles sur le terrain prouvaient que des réformes rigoureuses pouvaient produire une protection accrue sans effacer la dimension civile. Le défi, désormais, consistait à maintenir ce point d'équilibre, sans que l'un des deux pôles, discipline ou vigilance citoyenne, n'étouffe l'autre. Un seuil a cédé. Cette rupture discrète s'est produite au moment où les équipes de terrain ont compris que les convois interceptés ne représentaient pas seulement une menace matérielle, mais le révélateur d'un basculement institutionnel bien plus profond. L'opération de neutralisation des barils, menée dans une clairière à l'extérieur de Ouagadougou, a marqué un changement de ton. Ce n'était plus une simple saisie, mais une démonstration silencieuse que l'État pouvait agir avant que le danger n'explose au cœur des villages. Le feu contrôlé qui a consumé les fûts toxiques a laissé apparaître une évidence. La souveraineté cessait d'être un discours pour devenir un geste tangible, visible, même si aucune caméra n'était autorisée. Autour de la colonne de fumée, les douaniers se tenaient debout, conscients que ce moment scellait autant la victoire opérationnelle que le devoir moral, né sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans les casernes, la scène filmée discrètement a circulé comme une preuve d'une métamorphose collective, celle d'un État capable de brûler son propre poison pour empêcher qu'il ne se retourne contre son peuple. Et c'est à partir de cette image que le récit entre dans sa véritable zone charnière, celle où la victoire cesse d'être exceptionnelle pour devenir structurelle. Les effets de l'opération commencèrent à se matérialiser dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une transformation concrète de la vie quotidienne. Loin des discours, ce furent les gestes ordinaires qui montrèrent comment la vigilance frontalière redessinait les équilibres sociaux, économiques et régionaux. Dans le domaine institutionnel, l'impact se manifesta immédiatement. Pour ce qui concerne les entreprises légales, la transition apporta un rééquilibrage notable. Pour les citoyens, la transformation fut à la fois psychologique et matérielle. À l'échelle régionale, les pays voisins observèrent attentivement cette évolution. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dépendant du degré de discipline institutionnelle et de la cohésion déjà acquise sur le terrain. Ces 6 scénarios ne cherchent pas à prédire, mais à cadrer les conditions dans lesquelles les avancées obtenues pourraient se consolider ou s'effriter. Dans la version la plus probable, l'État maintient son niveau actuel de vigilance malgré des moyens encore modestes. Les douanes poursuivent l'interception régulière de 20 à 25 convois suspects par trimestre, ce qui limite la capacité des réseaux à se réorganiser pleinement. Les postes frontaliers s'habituent à travailler avec leurs nouveaux outils de traçabilité, tandis que les équipes locales renforcent leur autonomie décisionnelle. Les trafiquants
tentait de contourner les zones surveillées, en se rabattant vers des frontières secondaires, mais sans retrouver la fluidité opérationnelle d'avant 2022. Le pays avance lentement, sans éclat, mais de façon stable. Si la dynamique actuelle inspire les voisins, une coordination transfrontalière pourrait émerger. Le Mali, le Niger et la Guinée pourraient partager leurs bases de données et établir des patrouilles conjointes dans les zones les plus exposées. Une telle coopération réduirait significativement les marges de manœuvre des réseaux criminels, forçant leur dispersion et diminuant de moitié la fréquence des trafics structurés. Les villages frontaliers deviendraient des plateformes d'échanges légaux, stimulés par des corridors sécurisés. Les partenaires internationaux, d'abord prudents, réévalueraient le Burkina Faso comme un acteur fiable, renforçant son autonomie sans imposer de tutelle extérieure. Dans le cas le plus défavorable, la pression des réseaux clandestins se conjuguerait à une lassitude des équipes de terrain. Les communications internes se ralentiraient, les protocoles s'assoupliraient et la corruption pourrait réapparaître sous des formes discrètes. Une cargaison explosive non détectée suffirait à fissurer la confiance publique, provoquant un retour au dispositif d'assistance étrangère et une perte d'autonomie stratégique. Les progrès accomplis se transformeraient alors en parenthèses plutôt qu'en fondations durables. Penser en termes de conditions plutôt que de certitudes permet de maintenir la vigilance sans céder à la fatalité. Les répercussions de l'opération frontalière dépassèrent rapidement le cadre administratif pour toucher des publics très différents, chacun interprétant cette transformation selon ses propres besoins, ses attentes et ses fragilités. À mesure que les récits circulaient hors des casernes, l'impact devint plus intime, plus quotidien, presque domestique. Chez les jeunes, souvent désabusés, cet épisode résonna différemment. Dans les zones agricoles, le changement prit une dimension très concrète. Au sein de la diaspora, une nouvelle forme de fierté collective émergea. Pour transformer une série de succès ponctuels en système durable, le rapport final validé sous l'autorité d'Ibrahim Traoré proposa une feuille de route en 5 étapes, chacune articulée autour d'un principe. Clarifier qui agit, dans quel délai et selon quels indicateurs mesurables. L'objectif n'était plus de réagir aux incidents, mais de structurer une vigilance reproductible, adaptable et assez robuste pour résister au cycle d'usure institutionnelle. Qui? Cellules civilo-militaires locales. Quoi? Coordonner les alertes et décisions immédiates. Quand? Déploiement progressif sur 6 mois. Mesure. Réduire de 30% le délai de réaction au signalement. Cette hybridation cherchait à éviter la dépendance exclusive à la hiérarchie centrale. Qui? Anciens inspecteurs et analystes externes. Quoi? Vérification trimestrielle des procédures, protection des lanceurs d'alerte. Quand? Première équipe opérationnelle sous 3 mois. Mesure. Rapport public synthétique, validant taux de conformité et absence d'abus. L'objectif était de maintenir la discipline sans glisser vers l'opacité. Qui? Village proche des routes stratégiques. Quoi? Formation aux signaux d'alerte et au signalement sécurisé. Quand? Cycle de formation annuel. Mesure. Augmentation du nombre de signalements pertinents. Cette structure rendait la vigilance réellement partagée. Qui? Analystes locaux. Quoi? Logiciel simple croisant transport, santé et commerce. Quand? Implantation en 2 phases. Mesure. Détection accélérée des incohérences. L'idée était d'anticiper plutôt que subir. Qui? Nouvelle recrue. Quoi? Doctrine. Servir, c'est protéger avant d'obéir. Quand? Intégrer dès la formation initiale. Mesure. Évaluation qualitative en situation réelle. Cette étape visait à ancrer la souveraineté dans la pratique quotidienne. Lorsque le feu s'éteignit dans la clairière, où les barils avaient été neutralisés, Amidou resta immobile un long moment, observant les cendres tournoyer comme une poussière d'or. Ce décor, qu'il avait déjà vu 1000 fois sans y prêter attention, prenait désormais un sens nouveau, celui d'un pays qui, pour la première fois depuis longtemps, avait agi avant d'être secouru.
Dans le campement, les douaniers s'assirent en silence, conscients que ce qu'ils venaient de contenir n'était pas seulement du poison chimique, mais l'idée persistante qu'un État fragile devait toujours dépendre d'autres pour se protéger. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette idée venait de brûler avec les fûts. Amidou repensa à sa première intuition, cette ligne d'encre mal alignée qui avait ouvert la voie à toute l'opération. Il comprit que le geste le plus discret pouvait parfois renverser le cours d'une histoire et que la vigilance quotidienne comptait autant que les grandes décisions politiques. À mesure que la nuit retombait, une certitude s'imposa dans son esprit. Une frontière n'est jamais seulement un lieu de passage, mais un seuil où se joue la continuité d'un peuple. Dans les jours qui suivirent l'opération, le récit quitta les postes frontaliers pour entrer dans les foyers, porté par une sobriété qui contrastait avec l'ampleur des événements. Les habitants découvraient qu'une vigilance partagée ne relevait pas d'un héroïsme exceptionnel, mais d'une discipline tranquille, capable de modifier le cours des choses. Dans les marchés de Ouagadougou, des enfants rejouaient la scène du camion arrêté. Dans les écoles, on enseignait que la sécurité ne se délègue pas, elle se cultive. Ce changement silencieux dessinait une nouvelle forme d'appartenance. Chacun, par un geste simple, pouvait renforcer la souveraineté collective. Et c'est cette idée, plus que les chiffres ou les images, qui donnait sa cohérence à l'ensemble du récit. Alors, si cette histoire vous a touché, que reste-t-il à faire sinon poursuivre la conversation ? Quelle place chacun peut-il prendre dans une vigilance qui ne demande pas des armes, mais une conscience active ?